Bonsoir, il part demain en Roumanie, en Bulgarie, il va rencontrer aussi les premiers ministres tchèques et slovaques. Emmanuel Macron sera en quelque sorte chez l'ennemi pour s'attaquer bien en tête au travail détaché. Vous savez, c'est l'un de ses combats depuis la campagne électorale. Justement, oui, parce que l'objectif du chef de l'État, c'est de mettre un terme au dumping social dans toute l'Union européenne. Et la question, elle est sensible. À l'Est, comme à l'Ouest, et on s'en souvient, eh bien, les pays concernés avaient fait preuve très rapidement de résistance contre tout changement, justement, toute refonte du système. Alors Macron va-t-il faire plier les pays d'Europe de l'Est? Va-t-il gagner la bataille du travail détaché? Voici les décodeurs de l'Écho. L'Écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'Écho. Ouais, je disais, sujet extrêmement sensible dans les pays d'Europe de l'Est comme les pays d'Europe de l'Ouest et notamment en France. On verra aussi que les enjeux sont très grands pour le président de la République sur la scène intérieure française. Nos décodeurs de l'Écho, ce soir dans le studio de BFM Business, il y a Pierre Beffre, il est avocat en droit du travail au cabinet parisien AP. Florence Berthelot, c'est la déléguée générale de la Fédération nationale du transport routier, la FNTR, qui représente les entreprises de toute taille. Il y a beaucoup de PME, il y a aussi de grosses boîtes. Il y a plus de 137 000 entreprises. 37 000 entreprises, donc, pour un chiffre d'affaires global de presque 45 milliards d'euros. Bernard Vivier, qui dirige l'Institut supérieur du travail, et puis celui qui nous répète tout au long de l'année, faites l'Europe, pas la guerre, le professeur Jean-Luc Sauron, professeur à Paris-Dauphine, spécialiste des questions européennes. Tiens, Pierre Beffre, vous êtes avocat donc en droit du travail. On va rappeler quelques fondamentaux. C'est quoi un travailleur détaché ? Alors, un travailleur détaché est une personne qui travaille habituellement dans un pays membre de l'Union européenne et qui, pour une période temporaire, va être envoyé par son employeur dans un autre pays membre de l'Union européenne. Mais avec la question, c'est comment il est payé, ce monsieur ou cette dame. Voilà. Comment il est payé, effectivement. Il est normalement payé par l'employeur de son état d'envoi, mais après, il peut effectivement avoir des arrangements entre l'employeur qui est dans son état d'origine et l'entreprise utilisatrice, l'entreprise qui va l'accueillir. Les contributions sociales, patronales, elles sont dues dans les pays d'origine du travailleur détaché. En revanche, le salaire minimum du pays d'accueil, il doit être respecté, s'il y en a un, bien entendu, comme en France, bien entendu. Et les conditions de travail doivent être les mêmes que pour les autres salariés. Sécurité, hygiène, repos minimal, etc. Je donne quelques chiffres, on ne va pas vous assommer de chiffres. On a les chiffres de 2015, pardon, mais bon, là, c'est les chiffres de la Direction générale du travail. En France, il y avait 286 000 travailleurs détachés en France, 1% de la population active, quand même un quart de plus que l'année précédente. Il y avait 10 000 travailleurs détachés 15 ans plus tôt, vous voyez, donc 10 000 il y a 15 ans, presque 300 000 aujourd'hui. On les voit dans la construction, l'industrie, le travail temporaire, l'agriculture. Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Dauphine, au départ, c'était destiné à faciliter donc les échanges entre États au niveau de vie comparable, sauf qu'en 2004, sont arrivés 10 nouveaux États, les pays d'Europe de l'Est, les pays du Sud. C'est-à-dire que très clairement, le statut a été posé par une directive de 1996, c'est-à-dire dans un contexte où vous aviez 15 États membres qui est de niveau économique tout à fait comparable. Et c'est vrai que, alors même qu'à l'époque, déjà les États savaient qu'il y aurait en 2004 l'entrée, on n'avait pas encore le chiffre, mais un certain nombre, en effet, de pays d'Europe centrale et orientale. On appelait les PECO à l'époque. Et le problème, et c'est le discours des pays d'Europe centrale et orientale, c'est que l'une de leurs richesses, ça a été, si je puis dire, d'exporter leurs travailleurs, c'est-à-dire que ils se plaignent de ne pas avoir eu les mêmes subventions que les États membres d'origine. Ils disent finalement, nous, on nous a laissé, on est passé du communisme au libéralisme économique, et c'est finalement le statut, le niveau de vie, enfin le niveau de rémunération moindre de nos travailleurs qui ont permis ce développement. Ils avaient finalement peu de produits à exporter, hormis agricole. Ils ont exporté les hommes. Ouais, on dit que le système il s'est transformé en outil de dumping salarial, de dumping social, donc à l'entrée de ces pays d'Europe centrale, d'Europe orientale. Bernard Vivier, il n'y a pas quand même beaucoup de fantasmes sur le nombre de travailleurs détachés, sur leur origine, sur les conditions dans lesquelles ils travaillent, tous ces gens-là ? Alors oui et non.
Non, d'abord, parce que ce sont des réalités économiques. Vous venez de donner le chiffre. Presque 300 000 en France en 2015. Voilà, et ça ne fait que grandir. C'est tout juste. Alors, la crise de 2008, d'ailleurs, a fortement accentué le phénomène. Bien, donc c'est pas un fantasme, mais il y a du fantasme aussi. Et il y a du fantasme notamment dans le monde du travail, voire même dans les rangs syndicaux. L'inquiétude, la peur de l'autre, de celui qui va venir vous prendre le travail. On l'a vécu, on l'a toujours vécu. Hein, le Belge, l'Italien à la fin du 19e siècle, l'inquiétude des Espagnols, des Portugais, des Grecs. Bon, aujourd'hui, la peur du plombier polonais dans les années 1990, des slogans qui fleurissent. British jobs for British workers, donc des emplois en Grande-Bretagne pour les travailleurs britanniques, mais aussi en France aussi, des replis. Donc oui, nous avons non pas un fantasme, mais une tendance à avoir un repli nationaliste qui n'est pas de mise. Si nous voulons effectivement avoir une France forte, nous ne pourrons l'avoir que dans une Europe forte. Jean-Luc Sauron. Pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard, je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire que le Brexit repose sur ce refus de l'immigration de travail. Car contrairement à ce que nos compatriotes peuvent penser, l'immigration qui est rejetée par les Britanniques dans le référendum du Brexit, ce ne sont pas les travailleurs du Commonwealth auxquels ils sont extrêmement habitués, ce sont les Polonais catholiques, qui n'est pas vraiment la même... Enfin, il y a des tensions. Dans un pays protestant, et ce qui est intéressant, c'est que tous les États comme la France, l'Allemagne, l'Autriche... Il y a eu de graves troubles, il y a eu même un... Il y a eu des morts, il y a même eu des violences extrêmement... Il y a eu plusieurs morts là-dessus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la France, l'Allemagne, l'Autriche ont appliqué les dispositions qui permettaient, dans le cadre de l'élargissement au pays d'Europe centrale et orientale, de différer les entrées. Il y avait 6, 9, ça. Les Britanniques, comme les Danois, ont immédiatement ouvert leurs frontières. Et c'est dans ces deux pays qu'il y a eu des tensions xénophobes extrêmement fortes, et bien avant le débat français. Alors, Florence Berthelot, je le disais, donc à la tête, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers, la grosse fédération patronale du secteur. De quelle manière vous vous sentez impacté, concerné par ce phénomène du travail détaché? Alors curieusement, la question du travail détaché, elle ne s'est pas posée immédiatement dans le transport routier. Ah ouais. Et je pense nous on est un peu le concentré de tous ces dysfonctionnements et ces erreurs d'appréciation, que ce soit au niveau national et européen. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le marché s'est ouvert en 2004. Le cabotage, qui est la faculté pour un non-résident de faire un transport intérieur, elle a été repoussée de 5 ans. Et en fait, c'était le problème du cabotage qui n'était pas encadré qui posait un problème dans le transport routier. Juste un chiffre, et je n'en ferai pas beaucoup, nous avons quand même perdu 80% de parts de marché à l'international en 20 ans. Parce que le transport routier français est trop cher par rapport à ses concurrents. Et nul besoin forcément d'aller à l'Est, que ce soit vis-à-vis des Espagnols ou même des Allemands, on a un différentiel de compétitivité. Le cabotage n'étant pas encadré, on s'est trouvé avec des entreprises et donc des salariés qui travaillaient en permanence sur le territoire français sans être établis. Et donc on a essayé de contrer ce problème économique par l'approche sociale et donc par l'application du salarié détaché. Et là-dessus, il faut être assez clair, comme il a été expliqué, les entreprises françaises de transport routier n'embauchent pas sous le statut de salarié détaché des Polonais, des Hongrois, etc. La question, elle se pose en cas de recours à une entreprise étrangère, en cas de sous-traitance. Et la loi Macron, il y a 2 ans, n'a pas que libéralisé l'écart, mais a aussi tenté d'appliquer le système du détachement de salariés au transport routier en matière de cabotage, mais aussi, et là ça pose beaucoup de problèmes, en transport international, sauf sur le transit. Et alors là, on est face à des incertitudes juridiques absolument incroyables. Et c'est bien pour ça que certains États membres, parce qu'il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, l'Autriche, etc., ont essayé de réagir à une concurrence économique par la question sociale du détachement, que la Commission européenne, le 31 mai, a publié un paquet mobilité dans lequel il y a 2 nouvelles dispositions en discussion sur le détachement de salariés. Ouais, ça veut dire quoi? Il y a eu un certain nombre d'abus également, de non-déclaration, de rémunération inférieure au SMIC. Vous avez été touché par ça également? Je pense que ce qui a été dit sur le fait que les pays de l'Est, mais une fois de plus, attention, on met l'Est et l'Ouest, mais nos amis espagnols, par exemple, sont vent debout contre les dispositions relatives au détachement, puisqu'ils sont un pays périphérique dans le transport international. Ils considèrent que la question du détachement ne se posait pas.
il n'y avait pas véritablement de mise à disposition du salarié à une entreprise dans l'état d'accueil. Il y avait simplement une demande de transport, un camion qui transporte des marchandises et qui conduit le camion, un conducteur. Et la question du détachement s'est posée relativement tardivement, mais on sent qu'il y a eu un besoin de retard à rattraper et on se trouve maintenant dans une situation vraiment inextricable. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut dire, c'est que les travailleurs détachés, c'est pas juste l'apanage, en effet, des Polonais, des Slovaques, des Roumains et tutti quanti. La France également, hein, voilà, je vais donner des chiffres. Le nombre de travailleurs détachés par la France dans un autre pays de l'Union, là aussi, ce sont des chiffres de 2015, 120 000, principalement en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Suisse. Pierre Beffre, avocat en droit du travail, est-ce que de nombreux employeurs s'en servent pour mettre des travailleurs d'autres pays de l'Union directement en concurrence avec des salariés français? C'est compliqué de répondre à ça parce que ça implique un jugement sur les employeurs. Ce qu'on peut effectivement constater, c'est qu'il y a effectivement des abus, notamment avec la création de sociétés boîtes aux lettres dans les pays étrangers. C'est-à-dire c'est une société qui en fait n'a aucune activité réelle sur le sol étranger, mais qui va se servir uniquement de cette boîte aux lettres pour recruter des salariés en Pologne ou en Espagne. À cotisation sociale faible. Voilà. Absolument, les détacher après en France pour après effectivement cotiser à peine 20%, alors qu'on a des cotisations pas plus de 40%. Ça fait partie de la panoplie de dispositifs sur lesquels veut revenir Emmanuel Macron lors de sa mini-tournée demain dans les pays d'Europe de l'Est. Absolument. Donc il y a cet abus-là et effectivement aussi l'abus d'après de non-paiement, des non-respect du noyau dur que vous évoquiez en début d'émission et non-respect du salaire minimum. Oui, Jean-Luc Sauron et puis Bernard Vivier. Jean-Luc Sauron. Il faut bien comprendre que bien sûr, il y a une problématique qui est très proche dans les transports, mais la directive travailleurs détachés, c'est un problème. Et tout à l'heure, quand on parlera de la tournée Europe centrale orientale, on va peut-être voir tous les États ne réagissent pas de la même manière sur les directives travailleurs détachés ou transport routier, parce que chaque État n'a pas les mêmes. Mais l'élément que je voulais indiquer, c'est que Pierre évoquait là le problème même des cotisations, des sociétés. Et le problème majeur, c'est que tout repose finalement sur la crédibilité de chaque administration nationale à garantir la réalité. Et donc derrière le travailleur détaché, ou derrière le fameux plombier polonais... C'est pas la même chose a priori, hein. Non, mais surtout, le plombier polonais, c'était vraiment du racisme pur. Enfin, faut être essayé pour la Constitution européenne. 2005. Et les Polonais ont bien réagi, parce qu'à l'époque, ils avaient de l'humour. Et il y avait, je pense, un splendide plombier polonais musclé, enfin comme vous à peu près l'été, et donc était extrêmement reconnu. Voilà, oui, je vous ai reconnu, mais ça, c'est normal. Non, mais blague à part, ça joue après. Il y a du mauvais contentieux parce que les administrations nationales disent, mais attendez, c'est à vous, administration polonaise, de me garantir. Or, j'ai appris. Pourquoi je dis ça? On fera un peu de droit, mais ça reste entre nous. Mais il y a un mécanisme dans la directive des travailleurs détachés qui prévoit que l'État d'origine doit attester que l'ouvrier a bien payé les cotisations, etc. La France et la Belgique ont été condamnés pour un cause de justice par la France, parce que la France a dit, votre attestation, elle est malhonnête, j'en tiens pas compte. Attestation de l'administration. Et la Cour a dit, attendez, il y a un mécanisme d'arbitrage. Il faut d'abord que vous réunissiez d'administration à administration pour discuter. Donc vous voyez, c'est pas que les entreprises, c'est également les administrations qui sont dans ce tissu de relations conflictuelles et où la bonne foi n'a pas l'air toujours... Enfin, c'est un dossier vraiment qui a 1000 facettes. Hein, oui, on va le rappeler, Bernard Vivier quand même, on le disait, cette directive de 1996, 15 États membres, hein, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Luc Sauron, l'écart des salaires, il était de 1 à 3 à peu près. Et avec l'élargissement à 28, il s'est creusé de 1 à 10. Est-ce que clairement, Bernard Vivier, le détachement constitue une concurrence déloyale? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le débouché de cette concurrence, c'est une capacité moindre pour nos entreprises, en France et dans d'autres pays, d'être en compétition. Si vous avez des coûts du travail, les coûts du travail, ça a été dit, avec un écart de 1 jusqu'à 10, ça se répercute, ça peut aller jusqu'à
15-20% du total du marché qui peut être entrepris. Et les Et on réflexions... a chiffré, par exemple, le nombre d'emplois impactés ou pas? Non, ça n'a pas été établi. Il y a eu une étude en septembre 2015, il y a pratiquement 2 ans, au Conseil économique, social et environnemental, qui est une belle étude, d'ailleurs ça se voit inspirer les positions gouvernementales actuelles aujourd'hui, et qui est ici, Levez dans la main, oui. sur les travailleurs détachés, et qui énumère un certain nombre de points, dont le point qui vient d'être indiqué, je le lis, renforcer les coopérations administratives entre les États membres sur la base d'une mutualisation des données recueillies au niveau national. Jouer fair play entre pays. Parce que, quand même, la question se pose, est-ce qu'un travailleur détaché coûte vraiment moins cher? Est-ce qu'il est vraiment plus compétitif? Parce que, en effet, même salaire, a priori, salaire de base, ça comprend le salaire de base, une allocation de détachement, le voyage, donc, de la Roumanie à la France ou ailleurs, l'alimentation. Le prestataire roumain ou polonais ne paye des cotisations que sur le salaire de base, donc, a priori, c'est compétitif. Sauf que, en France, par exemple, les cotisations, elles ont baissé grâce à l'allègement des charges sur un emploi rémunéré au SMIC. Ce qui fait que les contributions sociales employeurs dues par les entreprises slovaques ou portugaises, elles sont peut-être supérieures quand même, non? Non. En France, les cotisations patronales, le taux des cotisations patronales, c'est de l'ordre de 40%. En Pologne, c'est 18%. À Chypre, c'est 6%. Donc voilà, on a les chiffres. La compétition, on ne peut pas la tenir dans ces conditions-là. On ne peut pas créer un marché du travail unifié, solidaire, une Europe forte par rapport aux autres continents du monde. La Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Inde. Si on n'est pas en situation, nous, Européens, tous ensemble, d'avoir des pratiques convergentes. Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, et l'avocat Pierre Beffre, juste après. Il faut être très clair sur le fait que ce qu'il nous faut, c'est plus d'Europe et pas moins d'Europe. Et pour rebondir sur les chiffres, le salaire de base en Roumanie est de 400 €. Si vous prenez un conducteur roumain qui va faire de la grande route internationale pendant une très grosse partie de son temps, il va toucher ce salaire de base et ensuite il va toucher de 40 jusqu'à 80 voire 100 € par jour de déplacement hors de son pays. Si vous faites le total, en salaire net, peu ou prou, il touchera la même chose qu'un salarié français. Oui. Ça, c'est un point. Mais les charges sociales, elles vont rester payées au taux roumain sur 400 €. Et le différentiel de charges se fera là-dessus. Et donc, le salarié, on peut, je dirais, essayer de garantir qu'il va toucher plus ou toucher la même chose qu'un salarié français. Le différentiel économique va se faire sur le montant des charges. Et la difficulté de la directive détachement, et je pense que longtemps on va tourner autour de ça, et malheureusement ça c'est du domaine des États membres qui ne jouent pas le jeu de l'Europe, tant qu'on aura des caisses de sécurité sociale indépendantes dans chaque pays avec des taux différents pour une activité qui s'effectue sur l'ensemble du territoire européen, on aura du mal à en sortir. Pierre Beffre. Juste pour préciser qu'il y avait un débat actuellement qui avait lieu sur la notion de salaire de base. Effectivement, au début, on parlait de taux de salaire minimal. Et maintenant, la proposition de la Commission européenne vise à remplacer cette notion de taux de salaire de base par la notion de rémunération qui, elle, est beaucoup plus large et qui serait à l'avantage, effectivement, des salariés détachés. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment contre les abus, justement? Quels sont les contrôles, l'arsenal? Est-ce que tout ça est suffisant? Parce que, bon, alors, certains essayent de contourner, de mettre en place ce qu'on appelle la clause Molière. Ce sont des collectivités territoriales, des conseils régionaux, notamment, qui disent ce que je disais, ça concerne le bâtiment, sur les chantiers, mettons des gens qui parlent français. Voilà, tout simplement, pour des raisons de sécurité. Bon, la cible, c'est bien sûr les travailleurs détachés, Jean-Luc Sauron. Bien sûr, notamment. Mais bien sûr, le problème, c'est que, particulièrement, vous ne pouvez pas modifier la réglementation, puisqu'elle est transposition de directive. Et que vous avez quand même, à la différence de certains États membres de l'Union, comme la Pologne, commence à dire, moi, les arrêts de la Cour, ça m'intéresse pas, vous êtes soucieux de ne pas être en contravention avec le droit européen. Mais qu'est-ce qui reste? La petite marge de contrôle national pour que la directive s'applique bien. Et la France, là-dessus, depuis 3 ans, quand même, a clairement... Allez-y, continuez sur votre téléphone. Excusez-moi, si vraiment je m'excuse. Depuis 3 ans, il y a eu les lois El Khomri, il y a eu aussi des possibilités dans le cas de Macron. Il y a eu 3 choses. D'abord, une augmentation importante des contrôles. On est passé de 500 à 1500 contrôles par mois. Cela dit, ça a posé aussi un problème du nombre de contrôleurs, parce qu'on ne peut pas non plus augmenter les contrôles après avoir baissé considérablement les fonctionnaires de ces domaines. Voilà, ça c'est un autre problème. Ensuite, il y a en effet une multiplication des contrôles. Et récemment, mais la carte, je crois,
ne rentre, enfin je crois pas, je suis sûr, ne rentre en vigueur que bientôt, en septembre, qui est la carte d'identité du travailleur détaché qui permet au contrôleur de vérifier qui est ce travailleur, ce qui a bien été déclaré. Enfin, donc là-dessus, notamment en Nouvelle-Aquitaine, c'est une sorte de passeport antifraude, voilà, exactement. Oui, mais une carte d'identification professionnelle. En région, mais c'est une décision nationale, ça a été voté par le législateur français. Et donc ça, et là encore, c'est tout le problème qu'on observe dans d'autres domaines, que bien évidemment, pour que les contrôles soient efficaces, eh ben, ça a l'air bête, pour rebondir très marginalement sur la clause Molière, il faut des équipes de contrôleurs, avec dedans des contrôleurs qui parlent la langue des travailleurs qui suivent, et dans le transport routier, ça. Et il y a des équipes franco-polonaises, franco-tchèques, sur certains domaines. Donc je veux dire, c'est vrai qu'il faut vraiment, pour moi, un des axes, c'est la coopération interétatique, c'est que tout le monde joue le jeu, mais il faut voir que on sort aussi d'une époque où on s'est dit, bon voilà, c'est libéralisme économique, à l'ouest, il y a les richesses, à droite, il y a les travailleurs sans richesse, c'est ça. Et une des pistes, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises dans les pays central et oriental, que les marchés du travail sont proches du plein emploi et qui commencent à moins exporter. Mais je veux dire, voilà, il y a eu un coût social, il y a eu un coût de non-Europe. Ça a coûté aussi une image de l'Europe. Et c'est ce que veut faire le président Macron. C'est l'Europe qui protège. Mais il faut être de bonne foi. Et c'est un problème qui est très, très compliqué. Est-ce qu'il faut changer la réglementation européenne? Tiens, on verra ce que propose dans un instant le président de la République. On verra s'il ne va pas se heurter aussi à un mur, hein, bien entendu. On verra aussi s'il a envie d'aller jusqu'au bout. Florence Berthelot de la FNTR, quelle modification de la directive vous demandez? Alors, en fait, il y a deux aspects concernant le transport routier. Il y a la directive générale, dont la proposition de révision date du 8 mars 2016, dans lequel, dans son préambule, il y a un considérant 10 qui dit que la situation d'une activité hautement mobile telle qu'est le transport routier, puisque vous pouvez partir de Rotterdam le matin et le soir être à Paris en ayant traversé 3 pays finalement, doit être considérée avec une certaine spécificité. La Commission européenne, dans le fameux paquet mobilité du 31 mai, a essayé de bâtir cette spécificité de la réglementation de détachement dans le transport routier. Et force est de constater, et ça ne nous fait pas plaisir, nous Français qui souhaitons qu'il y ait une action forte au niveau de la Commission européenne pour mettre de l'ordre, c'est qu'on aboutit à des situations parfaitement aberrantes. Ainsi, en matière de cabotage, le détachement s'appliquerait dès le premier jour, mais si vous faites du transport international, ça s'appliquerait qu'au bout de 3 jours sur un mois. Si vous dépassez ces 3 jours, ça devient rétroactif au premier jour. Déjà, pour s'y retrouver, c'est très compliqué. Ça a l'air très simple. Pour calculer le nombre de jours, si vous passez moins de 6 heures dans un état, ça compte pour une demi-journée. Mais si vous passez plus de 6 heures, ça compte pour une journée entière. Ce qui fait que sur un même flux, là où on compterait un jour, en fait, il faut en calculer 2, en fonction d'une heure passée. Et le summum, c'est que pour considérer la présence et le nombre d'heures passées sur un territoire, on vous dit que les temps de repos sont considérés comme du temps de travail. Donc on aboutit à des situations où nous sommes très attentifs parce que nous connaissons bien nos homologues d'autres fédérations roumaines, bulgares, et nous savons exactement ce qu'ils pensent. Ils font s'engouffrer dans ces espèces d'aberrations juridiques. Il y a 200 000 routiers roumains et bulgares qui sillonnent les routes d'Europe. Voilà, bien sûr. Et parce que leur principal métier, c'est de capter les marchés. Parce qu'il faut bien savoir que la stratégie commerciale d'un État comme la Pologne, qui est le premier pays de transport routier en Europe, ou celui de la Bulgarie, de la Roumanie, avant même l'intégration dans l'Union européenne, c'est tout simplement d'exporter son transport routier, de capter les marchés internationaux. Et ça rejoint la question posée des autorités de contrôle polonaises, roumaines ou bulgares, qui n'ont nullement envie d'aller scier les jambes d'entreprises qui, finalement, leur rapportent de l'argent. Pierre Beffre. Il faut quand même juste faire attention à ce qu'on va modifier ou supprimer. Parce que dans la question du détachement, on a quand même 2 éléments. On a un élément, ce que va toucher le salarié, et un second élément, ce que va payer l'entreprise, notamment en termes de cotisation. Et sur le premier point, ce que va toucher le salarié, ce que va gagner le salarié, c'est effectivement la directive de 96. Mais sur les cotisations sociales, c'est un règlement de 2004. Donc si aujourd'hui, on va supprimer ou modifier la directive de 96, on va revenir à l'état précédent, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés détachés en France qui paieront toujours des cotisations inférieures dans leur pays d'origine, mais qui en plus auront des conditions de travail déplorables en France et qui seront encore plus concurrentielles pour les salariés français. Emmanuel Macron, lui, veut des outils de lutte plus efficaces contre ces sociétés boîtes aux lettres, on en parlait tout à l'heure. Il veut renforcer les échanges obligatoires entre administrations nationales chargées de ce contrôle, ce que vous disiez, Jean-Luc Sauron.
Et il veut limiter également la durée maximale de détachement. Donc, actuellement, elle est de 3 ans, c'est ça 3 ans. 3 ans. La Commission européenne planche sur 2 ans. Macron, le président de la République, veut 1 an. Alors, je ne sais pas si c'est possible, faisable, dans la mesure où en moyenne le détachement ne dure pas plus de 4 mois, Pierre Beffre. Hein. Ça dure en effet pas plus de 4 mois. La durée moyenne même du détachement en France est de 47 jours. Réduire à 1 an, je vois pas trop le... C'est le calcul cumulé sur la période. L'idée du président, c'est 12 mois sur 24 mois. Sur 24 mois. Il y a 12 mois de travailleurs de travail détaché sur la période de 24 mois. Bernard Vivier. Oui, je reviens sur ce rapport Du CESE. du Conseil économique, social et environnemental, il y a 2 ans, qui dit ceci: confier aux partenaires sociaux, en réponse à votre question, confier aux partenaires sociaux européens la capacité de fixer la durée maximale du détachement en fonction des caractéristiques de chaque secteur d'activité. Ce qui veut dire que la proposition, le Conseil économique, social et environnemental, il est notamment composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Donc c'est ne pas s'en tenir uniquement à des règles étatiques entre États, mais faire en sorte que les professions, les métiers, les branches professionnelles, les secteurs s'organisent entre eux. Alors évidemment, dans le transport, mais dans quantité d'autres domaines, faire coexister entre eux déjà les employeurs de la Roumanie et de la France et c'est les salariés de la Roumanie et de la France, mais vous aurez le front français contre le front de l'Est, bien sûr. La lutte des classes, elle va se déplacer en lutte des pays. Bon, on va continuer justement. Il y a la Pologne qui commence à parler d'antipathie à l'égard des pays de l'Est de la part du président de la République. Justement, est-ce qu'il ira jusqu'au bout, Emmanuel Macron? Tiens, comme par hasard, il n'a pas choisi la Pologne ou la Hongrie, les 2 gros pays d'Europe de l'Est, peut-être les plus durs, justement, lors de sa tournée demain. Est-ce qu'il va gagner la bataille du travail détaché, le président de la République? On revient vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé et à la radio. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, Emmanuel Macron veut lutter contre le dumping social, le dumping salarial dans l'Union européenne. Ça, c'était l'une de ses promesses de campagne, la lutte, en tout cas, essayer de revenir, d'assouplir en tout cas la réglementation sur les travailleurs détachés. Alors fantasme ou pas, on va voir, on en a déjà parlé justement. Est-ce que tout ça crée des emplois, coûte des emplois en France? En tout cas, demain, il se rend donc en Bulgarie, en Roumanie, à Vienne également. Il va rencontrer le Premier ministre tchèque, le Premier ministre slovaque. C'est vrai, Jean-Luc Sauron, vous qui nous dites en permanence, faites l'Europe à la guerre. En même temps, quand on écoute tout à l'heure Florence Berthelot, la déléguée générale de la FNTR, les réglementations européennes, les règlements européens, c'est de plus en plus compliqué. On a vu au niveau des horaires. On voit les Polonais, les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Croates, les Estoniens, les Roumains, les Lettons, les Lituaniens, qui sont pas tout à fait d'accord avec les positions du président de la République, et on peut dire que ce combat les inquiète même. C'est une très jolie formule, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Non, pour faire un rapide schéma de l'opération, description, au moment de la position de la Commission sur la réforme de la directive, 11 pays ont en effet proclamé qu'ils étaient contre cette révision. Ils ont même, leur Parlement, fait des procédures d'opposition, etc. Il n'y a pas que les pays centrales et orientales, il y a aussi les pays nordiques, suédois et danois, qui sont opposés gentiment comme ça en passant à la réforme de la directive. Bon, ça c'est un petit mot passant. Après, d'abord, la réglementation française, vous avez raison, est beaucoup plus simple que la réglementation européenne. On a un pays de tout est clair, tout est simple. Non, on n'organise pas un demi-milliard d'individus avec des règles. Voilà, c'est pas possible. Mais pourquoi le président Macron va voir le président autrichien et voir en même temps les Tchèques et les Slovaques et après les Roumains et les Bulgares? Ce qui est intéressant, c'est que le front n'est pas unifié, si je puis dire. Ouais. Alors, il y a 3 choses à retenir. Il faut qu'ils se dépêchent parce que la directive est sur la table de la présidence estonienne jusqu'à décembre. Et après, c'est les Bulgares. Tiens donc. Et les Bulgares ne sont pas notamment sur le transport routier. Bonne chance à Frédéric. À Florence, je pense que ça va être un grand moment de négociation. Donc ça, il y a un problème de timing européen. Mais il y a le fait aussi que les positions sont très diverses. C'est-à-dire que les Tchèques et les Slovaques, qui appartiennent au même groupe de pression politique que les Hongrois et les Polonais, on en parle souvent. Le groupe de Visegrad, à propos de Visegrad notamment. Absolument. Eux ont dit qu'ils étaient choix de l'Europe et que c'était plus important de travailler sur l'Europe et dans la zone euro
que de faire du nationalisme. Donc quand même, il y a quand même des fissures. Et les Roumains et les Bulgares n'ont pas les mêmes problématiques que les Polonais, qui sont en effet les champions européens du détachement de travailleurs. Parlez tout à l'heure des Roumains et des 200 000 routiers roumains, oui. Parce qu'il y a 200 000 routiers roumains, il y a 45 000 travailleurs roumains détachés. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas le même selon les secteurs. Tout à fait. Et donc, il va falloir faire une espèce de négociation, comme d'habitude, dans l'UE. J'avance là-dessus, mais je te donne ça. Et en fait, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est un deux fronts. C'est le Front National, si je puis dire, très mauvais jeu de mots. Ouais. C'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle, ça a été le champion de l'Europe comme solution, de l'Europe protection. Et donc, s'il se plante sur le dossier de travailleurs détachés, ça peut relancer la machine eurosceptique qui s'est affaiblie. Hein. L'opinion publique française a beaucoup progressé envers l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et au niveau européen, il a véritablement la capacité de redémarrer. Et c'est intéressant de redémarrer justement par le biais de la négociation interétatique. Parce qu'il y a un grand acteur qui est quand même très absent du débat, c'est la Commission. C'est-à-dire que la Commission et l'Allemagne, parce que Mme Merkel a d'autres soucis actuellement. Et c'est ça, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, quand même, il est quand même seul sur le coup. Parce que justement, pour Angela Merkel, est-ce que la réforme du travail détaché, est-ce que c'est une priorité ? Les Allemands ont un problème, ont déjà d'autres problèmes avec les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont quand même leur hinterland, leur après-boutique. Ils ne vont pas se fâcher avec eux. Eh bien, ils sont dans une position qui est très différente. Et je crois que c'est là où je pense qu'on est dans une phase interétatique. Mais il y a un moment, il va quand même falloir revenir au concert européen et que chacun mette un peu de bonne foi sur la table et un peu de concession. Ouais. Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Oui, le grand tandem historique France-Allemagne fonctionne. Simplement aujourd'hui, nous sentons bien que si Emmanuel Macron monte en ligne, Angela Merkel n'est pas loin derrière. Mais Angela Merkel a deux préoccupations. Une d'ordre politique, électoral. Donc septembre, les élections, le 20. Et deux, ça vient d'être dit, l'Allemagne est plus proche de ces pays-là que la France. C'est la géographie et c'est le business. Ah oui, c'est comme ça. Donc forcément, l'Allemagne n'a pas trop tendance à prendre le drapeau de la réforme, à monter avec le drapeau de la réforme. C'est Emmanuel Macron qui le fait. Mais l'Allemagne n'est pas si éloignée de la France sur le fond qu'il y paraît. Florence Berthelot, donc déléguée générale de la Fédération nationale du transport routier, je le rappelais tout à l'heure, presque 40 000 entreprises. Vos homologues roumains, bulgares, ils sont très remontés contre la visite, les volontés de réforme du président de la République française. Ils évoquent une atteinte à la liberté de circuler, une forme de protectionnisme. Ils disent attention, on court tous à la faillite. Qu'est-ce que vous leur dites J'avoue qu'être français aujourd'hui dans une réunion internationale, il faut venir avec une armure, parce que le groupe de Visegrad élargi, comme nous on l'appelle, même s'il y a peut-être des sources d'hétérogénéité, est quand même extrêmement solide et extrêmement actif. D'ailleurs, c'est en réaction à cette force de lobbying à Bruxelles que l'Alliance du routier s'est créée à l'initiative de la France au mois de janvier dernier pour réunir des pays plutôt de l'Ouest qui partagent la même vision. Ce qui prouve déjà une sorte de scission. Nous, on dit souvent, sans faire de catastrophisme, que l'Europe peut exploser sur la question du transport routier. Pour la simple et bonne raison que si on n'arrive pas à trouver des solutions ambitieuse et innovante. Et en fait, la question que nous posons dans notre secteur, bien malgré nous, parce que nous ne faisons pas politique, c'est quelle Europe voulons-nous ? Et la question qui est posée par notre président de la République quand il se déplace, c'est au-delà de l'aller porter peut-être tel aspect de la directive détachement. C'est quelle Europe voulons-nous ? Il y a quelque chose qui a été dit il y a plusieurs jours, disant l'Europe n'est pas un supermarché. Et effectivement, la question est de savoir si nous sommes dans une union politique où nous allons vers une sorte de convergence sociale, fiscale, voire même technique, parce qu'on n'a même pas les mêmes véhicules d'un pays à l'autre, il faut quand même le savoir. Ou alors, les comme véhicules, ça veut dire quoi ? Ils sont plus, il y a des véhicules plus modernes chez nous que là-bas ? Non, pas du tout. C'est les poids qui peuvent être à 44 tonnes dans un pays, à 40 tonnes dans l'autre, mais on n'a pas le droit de traverser un pays à 44 tonnes. Enfin bref, c'est très compliqué. Là aussi, il n'y a pas d'harmonisation, même technique. Et la question qui est véritablement posée, c'est quelle Europe voulons-nous ? Et là-dessus, on a l'impression que certains membres des pays de l'Est, ou des pays un peu peut-être plus fragiles économiquement, comme l'ont été l'Espagne et le Portugal, même s'il y a une sorte de redressement, c'est de se dire, nous nous occupons du marché et l'aspect politique. C'est un petit peu toujours la même chose. On va dire à Bruxelles un certain nombre de choses. On revient à Paris ou à Madrid en disant là, l'Europe ne veut pas.
Mais en réalité, si l'Europe aujourd'hui capote, c'est parce que les États membres ne jouent pas le jeu. Ne joue pas le jeu, oui. Et là, effectivement, il y a une initiative qui est prise, mais clairement, pour ce qui concernera la Roumanie et la Bulgarie, la tâche va être très très rude pour le président de la République. Tâche rude pour le président de la République, Jean-Luc Soron-Juste, je reprends le comparatif que faisait tout de suite Florence Berthelot. Quand on est français dans une réunion européenne, il faut mettre une armure. Est-ce que franchement, Emmanuel Macron, il aura les reins solides pour mener le combat? Est-ce qu'il aura le courage nécessaire pour mener ce combat? Par exemple, je le disais, il ne verra pas les Hongrois, les Polonais, il évite quelque part les très gros morceaux quand même des résistants. Des très gros morceaux. Le côté résistant des Hongrois et des Polonais est une notion un peu c'est autre chose. étrange. Voilà. Non, mais c'est une mauvaise boutade. Mais est-ce qu'il aura les reins solides, le courage, justement, pour affronter les le courage. Le problème, véritablement, et la campagne présidentielle l'a montré, c'est la très grande interaction entre le national et l'européen. Toute la position, Mme Berthelot parlait de l'Europe de l'Ouest, mais le Brexit a quand même induit une division qui va peser après sur les négociations. Parce que si on discerne des blocs Ouest-Est sur les négociations, sur le travail détaché, etc., les Britanniques vont avoir sans doute peut-être des marges différentes sur la négociation du fond du Brexit. Donc en fait, tout ça se passe. Et on parle, je crois, au plateau précédemment du travail des ordonnances. S'il réussit en interne la réforme des ordonnances, la réforme du travail, il aura ce point politique pour dire à Mme Merkel, pour dire à d'autres acteurs, moi je réforme. Je réforme. Mais si vous me bloquez au niveau européen, ce que je fais en interne n'aura pas de sens. Donc c'est ça l'intérêt, c'est l'interaction très grande entre le national et l'européen. Il aura le courage. Après, c'est pas un problème, vous parlez tout à l'heure de Visegrad élargi. Visegrad élargi, c'est Hongrie, Pologne, Tchèque, Slovaque, Roumanie, Bulgarie. Ce ne sont pas les mêmes économies. Non. Entre la Pologne, qui est vraiment un pays qui est maintenant quasiment un pays, je dirais, vous savez que économiquement, les pays d'Europe centrale sont considérés pour certains comme des pays émergents. Il y a comme des pays en développement. Et donc là, mais après, regardez ce que voulait faire le président Hollande. Vous ne rappelez pas cette conférence? Espagne, Portugal, Italie, Grèce, France. Il y a cette idée qu'il y a des sous-blocs dans l'Union et qui a besoin de discuter, de voir ça. Alors moi je pense en effet que quand même, sans le moteur franco-allemand, tout le monde est quand même gêné aux entournures. Et je rappelle qu'il y a un autre moteur, normalement, qui est le triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne, et qui peut être un élément aussi de débat. Mais c'est vraiment, on rentre dans une période, mais pour terminer ça, je crois que vous pouvez négocier à Bruxelles vis-à-vis des autres si vous réussissez en interne. Il réussit la réforme du travail en septembre, il a le poids politique pour dire voilà ce que je veux au niveau européen. Donc ce que vous nous dites, c'est un gros enjeu pour Emmanuel Macron, donc à la fois sur la scène européenne, la scène intérieure, de toute façon aussi peut-être de redorer son image après un été un peu difficile, mais est-ce qu'il aura les moyens de réussir, de se heurter aux pays d'Europe de l'Est? Je pense qu'il a les moyens vraiment. Les pays d'Europe centrale et orientale, comme les autres pays européens, à Bruxelles, on vous écoute si vous avez une réussite économique. Si la France redémarre, si elle a cette capacité de réforme, les autres l'écouteront. La France éternelle, le général de Gaulle, etc. Tout le monde s'en fout. La France a été éclipsée depuis 10 ans en Europe parce qu'elle n'avait pas la richesse économique, le poids économique qui lui permettait de jouer un rôle politique. Aujourd'hui, vous avez un rôle politique si vous avez une importance économique. Dernière chose, toutes les routes de la soie de la Chine là, qui rayonnent sur toutes leurs, qui remontent, tout ça, à mon avis, en matière de transport, on a quand même un avenir assez chaotique devant nous. Absolument. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, et si l'Europe ne s'unit pas entre elles, elle sera tuée par les autres à la marge. Je crois que c'est ça le danger. Est-ce qu'il ne marche pas quand même sur des mines en allant là-bas, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ne leur avait pas demandé en juin d'arrêter de considérer l'Union européenne comme un supermarché? Réaction de Varsovie aussi aujourd'hui, qui dit Macron fait de l'antipathie à l'égard des pays de l'Est. Dire Pologne-Hongrie, pour le coup, c'est un problème de la Commission. Pologne-Hongrie, la Commission a lancé des procédures quand même sur le fait que c'est plein état de droit en Hongrie et en Pologne sur certains domaines. Oui, bien sûr. Voilà ça. Et ça, je pense qu'il y a un problème européen qui est appelé Hongrie. Mais ça, après, c'est le vieux schéma divisé pour régner. Il y a arrivé à essayer de dissocier le bloc de l'Est, qui n'est pas un bloc de l'Est. Mais le problème, c'est que toute la vie ne se résume pas au transport. Et donc, en réalité, en fonction du domaine économique, quand les textes sont votés à Bruxelles, c'est jamais les mêmes qui font la majorité. Parce qu'on échange. Bien comprendre pourquoi ça marche là à Bruxelles. Il y a 28 États.
mais ces 28 États ont 28 priorités politiques. Et donc je t'échange ton vote en soutien sur les transports contre mon vote sur, je sais pas, les pommes de terre. Enfin, voilà. Bien sûr. Hein. Et quand on commence à s'arrêter et à faire d'un dossier un élément central du débat, tout se bloque parce qu'on sort de la négociation globale. Florence Berthelot, la FNTR, ensuite l'avocat Pierre Beffre. Je peux que souscrire à ça, parce qu'en réalité, si on continue à bricoler avec des États membres qui n'ont pas les mêmes priorités, ce qui manque, c'est quelque part, quelle est la nouvelle vision de l'Europe, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif de l'Europe dans 5, dans 10 ans. Et là, le Brexit a été effectivement l'occasion finalement de donner un coup de semonce à tout le monde. La Commission s'est contentée de sortir 5 scénarios post-Brexit sans prendre position, en normalement organisant des débats au niveau de l'ensemble des États membres qui doivent aboutir au mois de décembre. C'est quand même intéressant de savoir vers où on va. Finalement, est-ce qu'on veut une Europe qui va vers le haut, alors que c'est vrai qu'on a changé de braquet depuis 15 ans, parce qu'on était quand même dans une Europe plutôt libérale, en disant, mais finalement, il y a certaines activités comme le transport routier, ce seront peut-être les gens de l'Est ou les Espagnols qui le feront, et puis les Français feront autre chose. En réalité, le transport routier, c'est une activité de proximité. La distance moyenne de transport, c'est 130 km. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des Polonais et des Roumains en sous-traitance pour faire ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on donne comme perspective aux entreprises de tout un continent pour aller vers peut-être quelque chose d'innovant? Pierre Beffre. Je rebondis effectivement là-dessus. Il faut vraiment pas sous-estimer le débat et les implications du débat sur le détachement. Parce qu'encore une fois, si on reste focus sur comment mettre fin aux abus, comment mettre fin à ce dumping social et ce supermarché social, on reste quand même sur une problématique qui est la problématique des cotisations sociales. Vous allez me dire que je tourne en rond avec mes cotisations sociales, mais Voilà, la nature Florence Berthelot, celle qui est voilà, à la tête des entreprises la du nature transport. même, la nature même du détachement, c'est effectivement les cotisations sociales, avec une différence substantielle entre les pays de l'Union européenne. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas résolu cette problématique des différences de cotisations sociales, je vois pas comment le détachement pourra trouver une solution viable. Bernard Vivier, au travers de ce dossier, ça traduit plusieurs visions de l'Europe. Est-ce que l'Europe doit passer par une Europe plus sociale? Florence Berthelot se posait toutes ces questions il y a un instant. Oui, on le voit, c'est une question sociale, manifeste, Sûr. qui a des répercussions économiques évidentes. La réponse, elle est à 2 niveaux. Au niveau communautaire, aux relations entre États évidemment, mais au niveau communautaire, et au niveau professionnel, sectoriel, discussion dans les branches, pour créer un esprit européen de branche. Pourquoi? Parce que nous parlons là de nos différends et de nos différences entre pays européens, mais la construction de l'Europe, c'est bien évidemment pour ne plus se faire la guerre, plus jamais la guerre entre nous, et harmoniser notre économie, mais c'est surtout pour constituer un continent solide face au Brésil, à la Chine, aux États-Unis, à l'ensemble des autres continents. Et dans le domaine du transport comme dans d'autres, les travailleurs détachés venant de Chine, ça arrive maintenant en grande quantité, Jean-Luc en grand nombre. Non, mais je crois que nous sommes tous, je dirais, convergents, ce qui en France est rare, il faut le souligner, sur le fait que peut-être ce qui manque justement à l'Europe, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans. Voilà, c'est ça. Et je crois que vous pouvez pas demander à des populations de faire des sacrifices sans ça. Et prenons le cas, puisque après l'Europe centrale, le président va aller en Grèce. Enfin, est-ce que les Français se rendent compte de ce que les Grecs ont fait depuis 2008 Non. Les Français n'auraient jamais pu accepter les retraites divisées par 2. Le système médical ramené à un pays émergent. Mais pourquoi ils ont accepté tout ça? Parce qu'ils savent que l'appartenance à l'Union européenne, c'est la seule possibilité qui leur est donnée d'exister dans 10 ans. Et ben, je crois qu'il faut le donner à tous nos compatriotes et aux 500 millions d'Européens, où on sera dans 10 ans, et si on est capable de visualiser ce choix, on peut accepter un effort. C'est comme le père de famille, vous pouvez accepter de faire des économies si vous avez un projet de financement de je sais pas quoi. Mais là, dans le vide... Est-ce que Macron va gagner la bataille du travail détaché? Donc, on verra. Donc, première réponse demain au travers de cette tournée européenne. Vous lui souhaitez bonne chance. Tiens, allez-y, petit tour de table. Pierre Beffre, l'avocat. Je lui souhaite plein de courage et bonne chance sur ce projet d'harmonisation finalement des systèmes de protection sociale au sein de l'Union européenne. Il en faut, il en aura assez. Florence Berthelot, le transport routier. Je pense que le constat qui est fait par le président de la République est parfaitement clair. Il a bien saisi l'enjeu autour de ce dossier. Maintenant,
il faut absolument dépasser la question du simple traitement du dossier salarié détaché, parce qu'en fait, il est lié avec... Il faut l'intégrer à d'autres Il faut choses. l'intégrer à l'ensemble de l'Europe telle qu'elle est bâtie. Il faut l'intégrer aussi à... sociale, et peut-être, et je reviens sur la question, peut-être un jour de réfléchir à une caisse unique de sécurité sociale, à une protection sociale commune, et peut-être d'abord de manière sectorielle et peut-être élargie. Et puis l'intégrer aussi peut-être à toute sa réflexion du président de la République, Jean-Luc Sauron, à cette volonté donc de changer l'Europe. C'est sa priorité. Les migrants, le Brexit, les règles budgétaires, les travailleurs détachés. Sur la réforme de la gouvernance de la zone euro. C'est-à-dire aussi que les politiques récupèrent la direction de la zone euro pour donner à la zone euro aussi un objectif social. Et ça, je crois que c'est en effet, on est tous d'accord là-dessus, je crois que c'est majeur. Mot de la fin, Bernard Vivier. Oui, ça vient d'être dit. Nous ne construirons une France forte que dans une Europe forte. Et l'enjeu économique, l'enjeu social appelle une réponse politique. Nous sommes toujours sur cette question-là. Merci à tous. Voilà, donc ce sera le rendez-vous de ce mercredi. Donc, cette mini tournée européenne dans les pays d'Europe de l'Est du président de la République pour s'attaquer de front, en territoire ennemi, entre guillemets, la question du travail détaché. Merci Pierre Beffre, avocat en droit du travail au cabinet AP, cabinet parisien. Florence Berthelot, la déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers. Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Et Jean-Luc Sauron qui nous dit en permanence, faites l'Europe, pas la guerre. Il est professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Les décodeurs de l'écho reviennent très très vite sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.